se retrouve ici en compagnie de Monsieur Stissis, professeur de philosophie du droit à l'Institut catholique, en particulier à la faculté des sciences sociales, pour le troisième numéro de Touche pas à mon prof. Alors, premièrement, en lisant votre CV, j'ai remarqué que la philosophie du droit était une matière particulière car elle était pluridisciplinaire. Pourriez-vous définir cette matière ? Bonjour Agathe, merci beaucoup de votre invitation. Ça me fait énormément plaisir de me trouver face à vous à l'université, mais non pas durant un cours, pour parler de la philosophie du droit. C'est une matière qui pose des questions, c'est la philosophie, et qui ne donne pas de réponses, et il y a les droits qui arrivent pour donner des réponses. Et contrairement aux autres matières, qui sont des matières précises avec des réponses visant à résoudre les problèmes comme les droits spécifiques, on n'a qu'une solution provisoire pour chercher quelque chose au-delà des apparences. À votre avis, pourquoi étudier la philosophie du droit est-ce un atout pour un étudiant en droit classique ? C'est les fondements, à mon avis, les fondements de mode de voir humainement les choses. Voyez, ça suppose toute une philosophie existentielle. Cela veut dire donner des réponses à des questions qui nous tourmentent tous les jours dans la vie et qui peut, la philosophie du droit, apporter des réponses pour alléger nos souffrances et nos angoisses. En parlant de philosophie, quel est votre philosophe de référence et pour quelle raison ? Permettez-moi d'échanger un petit peu votre question. Je suis pour quelle valeur philosophique ? Je suis foncièrement classique, c'est-à-dire la philosophie gréco-romaine. Et pourquoi la philosophie gréco-romaine, qui est une philosophie du droit ? La vision du monde et l'effort d'interpréter le monde, ça s'est posé en termes de droit, à travers la poésie. Héraclite, Anaximandre, le présocratique Platon. Platon était grand poète, philosophe et juriste, si vous voulez. Je pense que les Grecs avaient découvert l'art d'interpréter la nature. Ils cherchaient les choses qui n'étaient pas apparentes. Et contrairement aux modernes, qui croient pouvoir maîtriser la nature, le grand Héraclite disait « la nature aime à se cacher ». Or, plus la nature aimait à se cacher, plus l'indiscrétion grecque devenait motivée pour aller au fond des choses. Ce qui est vrai, ce qui est authentique, ce qui est substantiel, on ne les retrouve que dans la philosophie antique. Voilà pourquoi je suis classique. Alors, selon vous, quelles sont les qualités d'un bon juriste ? De pouvoir dire, comme un bon philosophe, j'ai essayé d'être impartial et dans ma recherche, je me suis trompé. Et je suis prêt à accepter mes erreurs pour me perfectionner. Vous avez obtenu de nombreux diplômes, dont un doctorat d'État en droit, avec la mention de la meilleure thèse à Panthéon-Assas. Qu'est-ce qui vous a motivé pour vous lancer dans une carrière universitaire, notamment l'enseignement, et quel a été votre parcours jusqu'au doctorat ? Écoutez, j'ai terminé en Grèce, je suis d'origine grecque, vous vous en doutez, j'ai terminé en Grèce de Sciences Po et les droits, tout en faisant mon service militaire en même temps pour gagner du temps. Le service militaire en Grèce durait à mon époque longtemps, à peu près 3 ans. Je voulais profiter de ces temps-là. Et je suis venu ici faire une thèse de doctorat en droit. Et mon professeur,
Yvonne Bongère, m'a dit, écoutez, vous êtes beaucoup plus philosophe que juriste. Alors, j'ai essayé le chemin intermédiaire, la philosophie du droit. Et pourquoi la philosophie du droit? C'est pour être professeur. Et plus que professeur, être chercheur. Puisque ce qui m'intrigue, c'est aller à la recherche de l'héritage des trésors éternels que les Grecs nous ont légués. Alors, vous êtes connu pour des étudiants pour votre accent grec. Quelle langue maîtrisez-vous aujourd'hui? Bon, j'espère quand même, je suis connu pour mon accent grec, et ce n'est pas un accent désagréable. Bon, ça doit être un accent agréable. Dans ma vie quotidienne, je ne pratique que le français. Mais figurez-vous que je me suis posé la question, quelle est la langue de ma pensée et la langue de mon expression? Et la réponse, c'est ma sœur qui me l'a donnée, parce que l'été, je faisais la sieste, et lorsque je me suis réveillé, elle m'a dit, écoute, tu as parlé dans ton sommeil, je n'ai pas compris ce que tu voulais dire puisque tu parlais en français. Et j'ai compris que ma langue, c'est la langue française. Alors, vous êtes directeur à l'Institut de recherche d'histoire du droit à Panthéon-Assas et également dans cette même université, directeur de l'Institut de criminologie. Alors, comment arrivez-vous à concilier ces deux fonctions au sein de cette université ? Permettez-moi de vous corriger un petit peu. Je suis directeur de recherche à l'Institut de criminologie et directeur de recherche à l'Institut du droit romain, à l'Institut d'histoire du droit. Pourquoi? Parce que ma thèse portait sur la philosophie de la peine. C'était la première thèse qui a été faite en matière de la philosophie du droit pénal. Et deuxièmement, mon affectation au CNRS, c'était à l'Institut d'histoire du droit. Et j'ai eu la chance de travailler avec l'Institut de criminologie pour le côté criminel, le côté recherche en droit pénal, et à l'Institut d'histoire du droit pour les droits, puisque vous savez qu'on ne peut pas séparer la philosophie du droit de l'histoire. Donc nous parlions de l'Institut de criminologie. Vous avez élaboré ce rapport. Lorsque, durant mon cours, lorsqu'on a eu des discussions, vous m'avez posé la question pourquoi j'ai été nommé professeur attaché à l'Université Laurentienne au Canada. C'était dans le cadre d'une équipe que nous avons fondée, l'Institut de criminologie avec l'Institut Laurentienne, qui portait les noms personnes, culture et droit. Voilà les rapports pendant 10 ans avec une expérience extraordinaire avec les Canadiens et avec d'autres collègues comme le doyen Ben Achour, qui est très connu, c'est lui qui a fait la constitution de la Tunisie, il était tunisien, et avec l'Égypte. Et on a travaillé sur la philosophie des droits de l'homme. Vous voyez. Et j'ai eu la chance d'approfondir la méthodologie, si vous voulez, de voir la façon de penser des Canadiens qui sont beaucoup plus pragmatiques que nous. Nous suivons la dimension historique de la philosophie du droit. Eux, ce n'est pas l'histoire qui les intéresse, c'est la logique juridique qui est impliquée dans la philosophie du droit. Vous êtes donc professeur de philosophie du droit. Vous l'avez dit, c'est au carrefour entre ces deux matières. Alors vous sentez-vous plus philosophe ou plus juriste ? Je ne peux pas vous dire les plus et les moins parce que à l'Antiquité, il n'y avait pas la séparation entre les juristes, les scientifiques et les philosophes. Il y avait la philosophia qui comprenait tout, Thalès qui était à la fois un juriste, un scientifique, un philosophe. Et c'est très significatif lorsqu'on parlait des 10 sages dans l'Antiquité, 10, 15, on en a trouvé, ça dépend des recherches qu'on fait. On parle des sages nomothètes. Nomothète, c'est celui qui pose les lois. C'est la traduction, le terme est passé en philosophie, les législateurs.
les sages, les philosophes, étaient à la fois un législateur. L'exemple classique, c'est Solon, n'est-ce pas? Alors, vous venez de sortir un livre donc, intitulé L'incantation sadienne entre la force et le droit. Pouvez-vous nous en parler un peu plus? Oui, avec grand plaisir. C'est un livre là qui m'a préoccupé pendant des décennies. Pour vous dire, dans ce livre-là, ce n'est pas le côté sadique qui m'intéresse, c'est le côté sadien. C'est-à-dire, Sade était un connaisseur de l'Antiquité et de la modernité, de son temps. Il est le premier à avoir dénoncé l'hypocrisie du contrat social. Il est le premier à avoir mis en lumière l'actualité des sophistes, qui est une actualité aujourd'hui actuelle. C'est un terme redondant, c'est-à-dire que dans toutes les relations, il y a l'imperium et le dominium. Il y a toujours celui qui domine sous plusieurs formes et celui qui est dominé. Et le monde n'est qu'apparence. Et dans un dernier chapitre qui est Leçons sur l'existence, j'essaye de mettre Sade dans l'actualité de notre époque. Et là, vous voyez que c'est quelque chose de formidable. Il a beaucoup de leçons à nous donner. Il était sincère, Sade. Et grâce à lui, on peut comprendre des grands chapitres de notre histoire, j'attends l'histoire de France, comme la Révolution française. D'accord. Et donc, pour finir, est-ce que vous auriez une citation à nous faire partager? Ah oui, c'est une citation qui me revient très souvent. Depuis que j'ai lu cette tragédie, je me rapporterai au tragique, et c'était lorsque j'étais lycéen. On nous enseignait Antigone. Et il y a un moment où Antigone, l'héroïne douce, la plus douce de tous les personnages des tragiques, dit à son oncle Outiefin Sinerthin à la Symphiline. Je ne suis pas né pour haïr, mais pour aimer. C'est une préfiguration de la morale christique auquel je tiens. D'accord. Bon, merci beaucoup, Monsieur Titi, d'avoir accepté notre invitation. Et nous, on se retrouve bientôt pour un prochain numéro de Touche pas à mon prof sur ICPTV. Alors, vous pouvez nous suivre sur Facebook, liker notre page et également sur YouTube.